Passionné. J'avais vendu 800 suites pour 1200 élèves. J'avais touché à tout dans la gestion de projet, la prod, le marketing, la vente, etc. Accomplissements. La première année, on fait 1 million de CA. Aujourd'hui, en cumulé, on est presque à 20 millions de CA et on fait 10 millions à l'année. On a presque fait x2, x3 tous les ans, en fait. Donc, plus de 100% de croissance. Donc là, on arrive à 7000 clients aujourd'hui B2B. Donc, autant des startups que les grands groupes, que les restos et les hôtels, etc. Donc, maintenant, c'est d'atteindre les 10 000 clients. Donc, normalement, ça arrivera cette année. Un KPI intéressant, c'est que nous, on n'est pas un SaaS, il n'y a pas de MRR, et pourtant, on fait 50% du chiffre mensuel, c'est des clients qui recommandent. Et moi, je le dis à mes équipes, si vous n'êtes pas passionné, en tout cas, vous n'êtes pas dans un mindset ouvert à ça, c'est mort en fait. Tout ce que vous allez faire, ça va être horrible. En fait, ce que je disais en plus dans la presse, bon, c'était un peu à l'époque, c'est que je disais que le PMF, c'est QLF. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lead Club. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Ramel. Olivier, bonjour. Salut à toi, salut à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je voulais vraiment te recevoir ici sur cette émission parce que voilà, je suis la marque Kimono dont tu es le cofondateur et le CEO depuis longtemps. Vous avez connu une ascension qui est fulgurante, comme on dit. C'est vraiment une marque qui est, on va dire, plus qu'une marque, c'est-à-dire qu'il y a tout un univers autour. On aura l'occasion d'en discuter. Mais avant ça, j'aimerais te laisser te présenter parce que je pense que tu présenteras mieux que moi. Non, c'est une belle présentation. Non, écoute, merci pour l'invitation. Très cool et toujours aussi sympa d'échanger sur des sujets qu'on va aborder et de faire découvrir un peu notre aventure et notre histoire à le maximum de personnes que ça peut inspirer ou autres. Donc, pour me présenter, comme tu l'as dit, moi, je suis Olivier Ramel, donc je suis fondateur et CEO de Kimono. Ça va faire maintenant bientôt 4 ans et demi, 5 ans qu'on a lancé l'aventure en mars 2017 avec deux associés, donc un associé qui s'appelle Hugo Benz, qui est l'expert textile, qui a apporté toute sa valeur ajoutée sur ce métier, cette industrie que moi je ne connaissais pas trop, en tout cas très, très petit par rapport à lui, et un autre associé qui s'appelle The Family, qui est une société qui accompagne les startups et qui du coup est un soutien pour nous, qui nous ont aidés depuis le début. Et donc du coup, pour me présenter, donc j'ai 30 ans, ça fait à peu près 10 ans que je monte des boîtes, que je suis dans l'entrepreneuriat, qu'on a été piqué par la création de projets. C'est un enchaînement d'aventures. Toutes les boîtes ou tous les projets qui me sont tombés dessus ou que je suis allé chercher, on pense toujours que c'est celui qui va durer toute ta vie, mais en fait, c'est un enchaînement d'expériences et d'événements qui font que la continuité, il se passe plein de choses. Et c'est aussi ça qui est assez excitant et moi qui m'épanouis personnellement, puisque au moins tu sais que ça réserve plein de surprises et il va se passer plein de choses. Et donc, du coup, il y a une certaine excitation à ce niveau-là. J'habite à Paris. Voilà. Kimono, si je ne sais pas si tu veux que je présente en 2 secondes. Ouais, Euh, vas-y. mais Kimono, c'est donc une boîte B2B où on est positionné sur une industrie qu'on a créée qui s'appelle l'industrie de la culture d'entreprise, que vous connaissez sûrement. Et notre métier, c'est de la designer. Donc, on dit qu'on est des culture designers à travers 4 métiers. Le premier, le plus connu, c'est de faire des vêtements et des objets personnalisés, donc d'habiller la culture d'entreprise, toujours sur un segment où en fait on dépoussière une industrie existante comme le textile personnalisé, où on fait des produits de meilleure qualité avec une dimension responsable et une expérience hors du commun, en tout cas clairement mieux que ce qui se fait ailleurs. Donc, premier métier, vêtements et objets. On a une deuxième expertise, c'est d'habiller les murs après. Donc, du coup, c'est de faire de l'aménagement d'espace de bureau. Donc, on a une offre d'office design. Donc, une vraie casquette d'archi intérieur où on peut donc rénover complètement les bureaux, les décorer, etc. On a une troisième offre qui est autour du conseil. Donc, c'est une offre on a vraiment pris une expertise sur la culture. Donc, on accompagne les dirigeants sur comment mesurer ta culture. On a vraiment créé une méthode qui permet de la mesurer, la scanner et la transformer avec différents livrables, notamment la création de son culture book. Et la quatrième offre, et la toute récente, enfin la récente, la dernière, qui a 1 an maintenant, c'est Kimono Life. Et donc, du coup, sa culture, faut la faire vivre. Donc, c'est l'organisation d'événements internes, donc séminaires, team building, workshops, etc., pour les équipes. Donc, 4 métiers qui sont sous le chapeau de la culture. Et donc, notre métier et notre vision, c'est de faire rayonner la culture des entreprises et d'être ce partenaire clé parce qu'on croit au fait que la culture est un élément clé pour réussir sa entreprise. Et justement, c'est devenu vraiment un élément clé, ne serait-ce, on va dire, vis-à-vis du grand public, mais aussi vis-à-vis des gens en interne. C'est-à-dire parfois, il y a des boîtes qu'on voit, on a envie d'aller y travailler juste par
la culture qui dégage, en fait, l'image qui est assez marquée. Et on peut le voir, voilà, ici, vous le faites parfaitement avec Kimono, ne serait-ce qu'en voyant votre site, on sent qu'il y a un truc qui se dégage. On n'est pas comme chez les entreprises classiques, on va dire. Et c'est vraiment hyper cool. Et ce côté-là, en fait, ça a commencé comment? Comment tu t'es dit, bah, je vais créer cette branche-là, me positionner sur le culture design? Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, juste pour répondre à ta première réponse, c'est que, en effet, aujourd'hui, les employés sont demandeurs, les candidats cherchent des entreprises qui leur parlent et il y a ta culture et ton levier de communication. La marque employeur est intégrée dans la culture entreprise, mais qui est beaucoup plus large. Mais c'est vraiment clé et le Covid n'a fait qu'accélérer cette éducation d'importance de la culture. Puisque aujourd'hui, quand tu es confiné, tu n'as plus de chiffre d'affaires, c'est la crise. Le seul truc qui te reste dans la boîte qui permet de vivre, c'est ta culture. Et s'il montre si tu es solide ou pas. Du coup, donc comment ça a commencé? Donc moi, j'avais enchaîné pas mal d'aventures. La dernière en date, je décide de la quitter parce que c'était sur l'industrie de la food. Et en fait, je ne suis pas un grand passionné de la food. Et quand j'avais commencé mon premier projet au lycée, je m'étais promis de faire des choses qui me plaisent, qui m'épanouissent et que, tu vois, j'avais un motto, c'était Every day is a productive day et creativity is my leitmotiv. Et de dire que j'ai envie de créer tous les jours, mais pourquoi je me tourne vers l'entrepreneuriat? Il y avait une dimension de chercher mon propre bonheur, tu vois, et d'être épanoui. Et je ne m'épanouissais plus au-delà de la croissance de la boîte, etc. Donc, je vends mes parts, je me mets d'accord avec mon associé de l'époque, ça se passe très bien. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Donc ça a duré quelques semaines. J'avais plusieurs hypothèses et il y en avait une fortement qui était de recréer une nouvelle boîte. Et je connaissais bien The Family. Donc The Family, pour rappeler, donc c'est un accélérateur de start-up qui accompagne les boîtes à tout niveau, réseau, compétences, connaissances, investissement, etc. Et j'aimais bien ce qu'ils faisaient pour l'entrepreneuriat. Ils nous ont tous éduqués quand même pendant de nombreuses années. Et du coup, je les contacte pour se dire, bon, bah, venez, on parle, je suis sûr qu'on a quelque chose à faire ensemble. Et donc, je rencontre Alice, la CEO, alors on se prend un café, on parle d'entrepreneuriat, et je lui parle de mon petit projet des pulls de l'époque, puisqu'au lycée, j'avais créé, donc c'était pas encore une boîte, c'était un petit projet, c'était mon premier projet entrepreneurial, j'avais créé le suite officiel de mon lycée. Donc, un peu à l'américaine, où tu as le hoodie de ton université, etc. Et j'avais fait la même pour mon lycée. Ça avait cartonné. J'avais vendu 800 suites pour 1200 élèves. J'avais touché à tout dans la gestion de projet, la prod, le marketing, la vente, etc. Et je lui raconte ça, mais vraiment en mode petit truc, quoi. Ça n'avait pas d'importance. Et en fait, ce qui a fait naître l'histoire de Kimono, puisque elle rebondit sur ce projet et me dit, ah, mais tu sais que toutes mes startups du portefeuille, ils en avaient 300 à l'époque, m'appellent tous les jours pour me dire, tu connais quelqu'un qui fait des vêtements personnalisés un peu sympa. Même nous, on galère, on n'arrive pas à avoir un produit qui nous représente. Et je lui dis, bah, c'est marrant ce que tu me dis, parce que je connais un mec, donc le troisième, Hugo, qui fait ça depuis 10 ans, qui est un pote de mon frère et qui maîtrise ça parfaitement. Et là, elle me dit, bah, viens, on crée une boîte ensemble, quoi. Et du coup, ça s'est fait un peu comme ça. Je dis, bah, go. Ça s'est fait vraiment aussi simplement que ça. Et en fait, dans la continuité, pour répondre à ta question, dans la continuité de ces discussions, le sujet culture est arrivé direct. C'est là où on s'est dit, mais en fait, la culture, l'entreprise, c'est ultra important. Ça passe par plein de leviers, la manière dont tu communiques, la manière dont tu es représenté, etc. Et en entonnoir, on se dit, bah, en fait, toutes les entreprises sont des marques. Qui dit marque, bah, dit branding. Et quels sont les codes du branding? Bah, tu as forcément ta charte, ta direction artistique et ta représentation à travers différents produits et services. Ton logo, ta couleur, des objets, des vêtements, etc. Et comme j'avais cette expertise vêtements, on s'est dit, bah, la culture, c'est aussi le sentiment d'appartenance et autres. Donc, comme il y a cette expertise, ce projet et cette demande, on va commencer par les vêtements. Mais dès le premier jour, la vision était de dire, on est des culture designers et notre métier va être de designer cette culture. Et on va commencer par l'habiller et faire des vêtements et des objets personnalisés dans le monde B2B. Donc, c'était vraiment ça. Et pendant 2 ans, on était focus sur le textile. Et justement, par la suite, vous avez pu vous développer ici. On voit qu'il y a quatre services. J'avais juste, j'ai envie pour continuer vraiment, te poser la question par rapport aux accomplissements financiers, on va dire en termes d'équipe, etc. Sur les 5 années, comment ça a évolué? Est-ce que vous avez atteint certains seuils de chiffres, etc.?
Ouais, bah, c'était franchement, enfin, c'était comme si c'était fini, on est encore qu'au début, mais il y a eu énormément de beaux accomplissements. La première année, on fait 1 million de CA. Aujourd'hui, en cumulé, on est presque à 20 millions de CA et on fait 10 millions à l'année cette année. Donc, on a presque fait x2, x3 tous les ans, en fait, donc plus de 100% de croissance. Donc, ça, c'était assez beau. On est monté très rapidement en équipe. Aujourd'hui, on est bientôt 50 et on était 20 dès la deuxième année, puis 30, puis 40, puis 50. Ça s'est fait à peu près comme ça. Pendant le Covid et pendant l'année 2020, on a un peu calmé, donc forcément, ça s'est un peu calmé en recrutement. Mais on est toujours dans cette dynamique et ça ne va pas s'arrêter. On a dépassé rapidement les beaux KPI, c'est de toute façon toujours les premiers, c'est le premier million, les premiers 1000 clients, les 10 premiers team members, tu vois, tout ça, et c'est arrivé très vite dans les 12 premiers mois. Et après, ça s'est enchaîné, ça s'est suivi. Là, on arrive à 7000 clients aujourd'hui B2B, donc autant des startups que des grands groupes, que les restos et des hôtels, etc. Euh, donc maintenant, c'est d'atteindre les 10 000 clients. Donc normalement, ça arrivera cette année. Voilà un peu de ces KPI. Et un KPI intéressant, c'est que nous, on n'est pas un SaaS, il n'y a pas de MRR. Et pourtant, on fait 50% du chiffre mensuel, c'est des clients qui recommandent. Donc, en fait, avec notre croissance, on fait presque plus de croissance que des boîtes qui font du MRR, en fait, avec cette assurance d'avoir des clients qui recommandent. La moitié de notre CA, c'est les clients qui recommandent. Maintenant, à l'inverse d'un abonnement, bah, nous, on ne peut pas dire, on peut pas savoir qui va recommander. C'est vraiment au fil de l'eau et encore plus aujourd'hui avec le cross-sell qu'il y a entre les verticales et les métiers. Et c'est aussi ce qui fait la beauté du modèle, c'est que plus on grandit, et plus il y a de demande, quoi. Donc non, en accomplissement, voilà, l'équipe qui a vraiment évolué et qui a augmenté, le chiffre d'affaires, les clients, les process qu'on a mis en place. Aujourd'hui, on est ultra structuré et ça a été des motivations très rapides au début, c'est de dire, c'est pas parce qu'on est une petite boîte qu'on va faire les choses à l'arrache, on va tout mesurer, calculer, structurer, processer, en restant agile, ce qui fait que du coup, bah, tu deviens assez fort. Et avec, bah, on travaille sur cette culture à fond, on est notre premier client, donc on travaille à fond là-dessus. Et bah, moi, je le vois en interne, c'est ça qui a fait la force de Kimono, c'est l'équipe, quoi. D'accord, c'est vrai que voilà, on voit que Donc, c'est voilà un des, peu, il y a une petite coupure ouais. de connexion. C'est vraiment de très beaux accomplissements. Et justement, aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais t'inviter parce que ce qui est bien ici, ce qui est magique avec Kimono, c'est que tu n'as pas commencé avec une grande équipe, c'est que tu as commencé, on va dire, vous étiez trois, et puis vous avez vite augmenté, vous avez vite fait une belle croissance, mais toi, tu as touché à tout avant de déléguer ça. Et en fait, tu as développé une potion magique, on va dire, tu appelles le Sales Ninja, c'est bien ça? Tout à avec, fait. avec 7 piliers où justement c'est une méthode de vente que tu as testée, que tu as conçue, j'ai envie de dire, et puis tu as pu déléguer ça à tes commerciaux. Mais avant de faire ça, tu l'as testé vraiment et je pense que tu as dû l'adapter, etc. Donc déjà, on va rentrer dans le vif du sujet en regardant un peu les 7 piliers indépendamment. Mais je voulais savoir comment est-ce que tu as fait pour commencer, comment cette formule en fait a été découverte ou développée plutôt. Yes, carrément. Tu m'entends bien juste ou pas? Ouais, ça, il y a eu un petit bug, mais là je t'entends bien, ça va. Ok, super. Euh, donc ouais, en effet, bah, moi pendant 6 mois, les 6 premiers mois, j'ai pratiquement fait tout seul dans le sens où mon associé Hugo était plus sur la partie prod, fournisseur, etc. Et The Family était plus un soutien non opérationnel, on va dire. Donc vraiment, j'ai dû bah, être face à moi-même et avancer et trouver des stratégies. Moi, j'adore la com, faire des coups de com, et c'est pour moi une énorme acquisition client. Donc le but a été de lancer Kimono. Donc on s'y est pris avec une technique assez sympa où on a pris les 10 startups du moment, on leur a offert un produit, on a fait un shooting photo et on a fait une landing en disant bah voilà, on habille déjà les 10 meilleures startups et on est Kimono et on va changer cette industrie. Ce qui a fait exploser direct la com parce qu'on voilà, on avait fait toute une stratégie à ce niveau-là. Et j'avais eu la première semaine entre 400 et 500 demandes de devis. Donc on s'est dit, OK, là, on a tapé sur un truc énorme et en fait, la demande est là.
Et donc, au début, il a fallu du coup répondre à cette demande, mettre des process en place. Quel est tu vois, le premier mail que tu reçois? Qu'est-ce que tu réponds? Ah, ok, en fait, je vais faire le même 2 fois. Bon, bah, ok, je crée un template. Et c'était vraiment passé par toutes les étapes qui paraissent évidentes, mais il a fallu faire un template, il a fallu tester. J'ai testé plusieurs choses où je me dis, bah, ça marche, ça marche pas. Ok, là, on l'a. Comment tu le fais évoluer? Et du coup, le moment où il fallait rentrer dans le sales pur et dur et démarcher et se dire, bon, bah, maintenant, je vais aller chercher X milliers de clients, du coup, j'ai mis en place une méthode et en fait, j'ai dû raconter ce que je faisais. C'est comme ça que la méthode est venue, mais je ne l'ai pas appliquée en disant, OK, ma méthode, c'est A plus B plus C et ça va se passer comme ça. J'ai fait, j'ai testé et en fait, je me suis rendu compte que c'était une méthode qui marchait plutôt bien. Et en fait, on m'a demandé un jour de raconter ma méthode sales parce que j'avoue, au début, ça a très, très bien marché et j'étais on fire. Et du coup, on m'a dit, viens raconter. Et en fait, le jour où on m'a dit, viens raconter, je me suis posé dessus. Et en fait, c'est là où je me suis dit, en fait, ce que je fais, c'est ça, ça, ça. Et en fait, ça a de la valeur et c'est une méthode. Et c'est là où le Sales Ninja est venu, parce qu'en fait, le Sales Ninja, et pourquoi le ninja? C'était, je me disais à l'époque, en fait, être sales et commercial, c'est souvent un métier qui est dénigré, etc. Alors qu'en fait, c'est un des plus beaux métiers parce qu'il faut une capacité mentale, intellectuelle pour aller chercher, négocier. Ça demande énormément de connaissances et de compétences, de curiosité. Enfin, vraiment, c'est incroyable et c'est ultra enrichissant. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, donc, du coup, pourquoi ninja? Je me suis dit, le métier de sales de base, on l'oublie. Et en fait, nous, on est des ninjas. Donc, les ninjas, c'est des gens qui arrivent à s'adapter à n'importe qui. Ils connaissent leur art et leur expertise parfaitement. Donc, il faut connaître son produit. Au-delà juste de connaître ses caractéristiques, il faut le connaître, l'avoir, s'être imprégné, le connaître à la perfection. Et c'est un ninja, c'est un caméléon. Il a une cible, il l'attaque direct. Voilà. Donc j'aimais bien la métaphore qu'il y a autour. Et donc du coup, les 7 piliers, ils sont en ordre chronologique et pour passer au niveau 2, il faut avoir validé le niveau 1. Et en gros, pour la faire un peu plus court, parce que je peux en parler pendant 1 heure, mais le but, c'est que je la fasse en condensé pour qu'on avance. Le premier pilier, c'est de dire qu'aujourd'hui, tu ne vends pas, tu crées des relations. Donc, c'est un mindset, c'est la première étape. Donc, on va dire, les 7 piliers, c'est assez inspirationnel. C'est, on va dire, ce qu'il faut pour être un bon ninja. Ce n'est pas une méthode, on va dire, pragmatique, c'est plus du mindset. Mais c'est comme ça que moi, j'opérais. Donc, le premier niveau, c'est de se comprendre et de l'appliquer, que tu ne vends pas, tu es là pour créer des relations. Et là, ça change tout quand tu fais ça, puisque ton discours n'est pas le même, ta manière d'approcher n'est pas la même, ta curiosité, ton envie n'est pas la même, et ton approche est différente. Et du coup, quand tu es là pour créer des relations, donc faut être sociable, il faut avoir envie. Donc c'est pour ça que ça demande des skills déjà que tu as. Tu peux les développer bien sûr, mais c'est plus facile quand tu les as de base. Et ça, c'est très important. Tu es là pour créer des relations. Donc les gens quand tu décroches, tu leur parles, tu n'es pas là pour leur vendre, oui, bonjour, le produit c'est tant, bonne journée. Tu es là pour t'intéresser à eux et donner de la relation. Ça, c'est le premier levier. Deuxième, c'est de dire qu'aujourd'hui, il faut être passionné par ce que tu fais. Si tu n'es pas passionné, tu ne vendras pas et tu n'arriveras pas à vendre. Et la passion, ce n'est pas spécialement passionné par ton produit, parce que j'imagine que ceux qui vendent un logiciel de facturation ne sont pas passionnés par un logiciel de facturation, mais ils sont passionnés peut-être par la vision de la boîte, passionnés par l'équipe, passionnés par ce qu'ils ont envie d'apprendre. En fait, la passion, c'est plein de choses. C'est soit un tout, soit des éléments. Et la passion, elle se nourrit aussi avec le temps. Et quand tu es passionné, tu as forcément un langage non verbal qui est beaucoup plus fort, les mains, les yeux, etc. Tu as un discours qui est différent et une communication verbale aussi différente. Et quelqu'un de passionné, on dit toujours, tu sais, le vendeur à l'ancienne, il disait, ouais, moi j'ai le produit chez moi, j'adore, etc. Et c'était du pipeau. Mais aujourd'hui, quand tu es vraiment passionné par ton produit, en fait, tu es ton premier consommateur et t'embarques en fait la personne. Et tu vois, on dit toujours, il n'y a plus de B2B, B2C, c'est du human to human. Et ça passe par la relation et la passion. Et ça, c'est très important. Et moi, je le dis à mes équipes, si vous n'êtes pas passionné, en tout cas, vous n'êtes pas dans un mindset ouvert à ça, c'est mort en fait. Tout ce que vous allez faire, ça va être horrible, surtout le métier de sales, il est très dur, il faut être ultra rigoureux, sérieux, et c'est vraiment un métier difficile. Si tu n'es pas passionné, c'est mort. Donc ça, c'est deuxième pilier.
Le troisième, c'est de valider, c'est quelque chose d'évident, mais c'est de valider ton product market fit. Donc, c'est de dire qu'aujourd'hui, en fait, ce que je disais en plus dans la presse, bon, c'était un peu à l'époque, c'est que je disais que le PMF, c'est QLF. Et référence à un grand artiste des temps modernes, PNL, qui dit QLF, c'est que la famille. Et c'est de dire que ton PMF, c'est la base. Tu as beau avoir le bon produit, être passionné, etc. Si ton produit ne matche pas avec le marché que tu adresses, c'est mort et en fait, tu seras dans le vent. Et donc, du coup, un des trucs très importants, c'est est-ce que tu t'adresses à la bonne cible et que tu réponds à un besoin qui correspond à cette cible. Et il y a beaucoup de gens, ça paraît évident, il y a beaucoup de gens qui se plantent, il y a beaucoup de gens qui naviguent à vue et qui ne savent pas trop et du coup perdent énormément de temps là-dessus. Donc, il faut avoir une validation et c'est pour ça que nous, nos premiers clients, la première target, ce n'était pas toutes les entreprises, c'était les startups parce qu'on savait que les startups avaient besoin d'être représentées, de communiquer, d'image de marque. Il y avait aussi cette hype qui venait un peu des États-Unis d'être fier de porter sa marque. Et donc, il y avait et l'offre actuelle, enfin à l'époque, elle était vraiment horrible. Donc, on savait qu'il y avait la demande était là, que vous pouvez dépoussiérer et avoir une vraie proposition de valeur. Ensuite, le quatrième et les quatre prochains sont plus dans l'exécution. Donc là, c'était plus la caisse à outils, le bagage avant de commencer qu'il faut valider. Et ensuite, le quatrième pilier, c'est la prospection. Et la prospection, c'est toujours négligé parce que c'est le plus chiant dans le process. Il faut contacter, il faut se faire mal, il faut se faire violence. Et il y a la protection bien faite, c'est-à-dire je target tout le monde et autres, qui est du coup la mauvaise. Et en fait, la prospection bien faite, c'est de réfléchir exactement qui tu vas adresser et comment. Exemple, si je reprends Kimono avec les startups, j'aurais pu envoyer un message tous les mails sur contact des startups, un peu targeter tout le monde, mais pas vraiment. Et du coup, je me suis vraiment posé la question de mon client. OK, mon client, c'est les startups. Qui est mon décisionnaire? Qui veut acheter mon produit et qui va être le décisionnaire de mon produit? Qui est le vecteur? Je m'étais dit à l'époque, c'est les CEO. Ça touche à leur image de marque. C'est un effet émotionnel. Donc, c'est eux qui vont choisir, valider et décider. Donc, je vais targeter tous les CEO. Les CEO, c'est des gens très pris, ils n'ont pas le temps, ils ne répondent pas sur leurs réseaux sociaux ou au téléphone, etc. Par contre, il y a un endroit où ils répondent tout le temps, c'est les mails, parce qu'ils représentent l'image de la boîte et un CEO répond toujours à ses mails. Et donc, du coup, je me dis, OK, du coup, ma target, ça va être de contacter tous les CEO par mail des startups. OK, donc là, tu as ton plan. Ensuite, comment tu les contactes? Parce que le wording est très important et là, j'avais écrit un wording spécial qui avait bien marché, mais c'est toute cette réflexion qu'il faut adresser. Et en gros, c'est de dire, OK, un CEO de startup, en moyenne, c'est quelqu'un de jeune. Donc, tu peux lui parler, tu peux utiliser les codes. Tu peux utiliser le franglish, tu peux utiliser le tu, tu peux utiliser le prénom direct. Il y a plein de codes où direct tu t'adresses à quelqu'un qui entend ce que tu lui dis. Moi, on me démarche encore. Bonjour monsieur, êtes-vous intéressé? Aucun rapport. Enfin, moi, je sais que ça me parle pas. Je sais que tu n'as pas checké en fait qui on était et ça veut pas dire que ton truc est nul, mais c'est qu'il faut savoir nous parler. Et donc, du coup, tu adaptes un discours, tu le personnalises. Là, on a développé vraiment un mail sous la technique AIDA. Donc, je ne sais pas si tu connais, mais c'est 4 lettres qui permettent de, attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et passage à l'action. Et donc, du coup, ton mail, il doit être comme ça. Donc, très court, très impactant. Tu en dis très peu. L'erreur, c'est que tout le monde balance toute sa life, toutes les infos, et en fait, tu n'as pas envie. Et le but, c'est vraiment d'avoir le minimum, qu'on comprenne, lui donner envie et un call to action avec une question ouverte et non fermée. Question ouverte, type qu'en penses-tu? Et nous, c'était si tu as envie d'en savoir plus, je peux t'envoyer le catalogue et les infos. Et ce mail, j'avais une phrase d'accroche qui a guiché pas mal, qui était un peu commune, et j'avais presque 90% de réponses au mail. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une prospection, le but, c'est pas de vendre, c'est d'obtenir une réponse. Et ça change tout. Ça change toute ta manière de faire, puisque le but, c'est pas qu'ils disent oui, je suis intéressé, c'est qu'ils te répondent. Même s'ils te répondent non, je suis pas intéressé, hop, ils rentrent dans ton CRM et tu sais que tu vas pouvoir le relancer et peut-être qu'il sera intéressé dans 6 mois, etc. Et là, ça change toute ta manière d'approcher. Donc, ce qui est une vente, elle se fait dès la prospection. Si tu as la bonne cible, le bon wording, la bonne approche, tu as déjà fait une grande majorité du boulot qui est le plus dur.
Donc ça, c'est le quatrième pilier. Le cinquième, c'est la Bon, suite avant de logique. passer au cinquième, Olivier, j'aimerais juste savoir la phrase d'accroche ici. Je voulais te laisser terminer les sept avant de rebondir, mais là, tu m'as trop donné envie de savoir cette phrase d'accroche qui marche à 90% des coups. Ouais, bah, elle était, je sais plus si elle marche aujourd'hui, mais à l'époque, elle marchait beaucoup. Comme on était associé avec The Family, en gros, j'avais dit Hello Julien, on m'a dit de te contacter et je pense que ça devrait t'intéresser pour le nom de sa boîte. Juste ça en première phrase. Et en gros, toutes mes réponses, c'était mais qui t'a dit de nous contacter? Et du coup, ça a attiré l'attention à fond. Et moi, ma réponse, elle était assez simple. Comme nos bureaux étaient chez The Family et que tous les soirs, il y avait des conférences et des événements, bah, je disais, bah, écoute, hier soir, j'étais à une conférence de Family et dans une discussion, alors je ne sais plus du tout quel est le nom de la personne, mais il m'a dit absolument de t'en parler parce qu'apparemment, ça vous intéresserait ce type de produit. Et là, fin d'histoire. Et du coup, c'est un peu osé, mais dans le sales, il faut être malin, tu vois. Il faut être malin pour réussir. Il n'y a pas de sujet. Ça ne veut pas dire faire des choses illégales et machin, mais il faut être un peu malin pour être bon. Et si tu es sérieux et pro derrière, il n'y a pas de sujet, tu vois. Et du coup, donc ça, c'était la phrase et ça marchait plutôt bien. et, et donc, cinquième pilier, c'est bah, la continuité. Tu as prospecté, tu es en négociation avec des gens, etc. C'est la partie CRM. Donc, c'est la partie, je ne sais plus comment je l'appelle dans la presse, c'est le suivi, bref, c'est le suivi, qui est pareil, une des plus grosses étapes du sales, c'est que la plupart du temps, c'est ah oui, j'y penserai, ah oui, exact, etc. Mais les vrais ninjas, ils notent tout. Tu vois, aujourd'hui, on a inventé les CRM, mais tu peux très bien le faire tout sur un papier. C'est plus simple d'avoir une base de données. Et il faut tout noter. Et avoir des to-do, et genre, c'est de dire, OK, lui, il m'a parlé, next step, envoie du catalogue. Next step, le recontacter dans 2 semaines. Next step, lui envoyer le devis. OK, je lui ai envoyé le devis, il m'a pas répondu. Next step, c'est le relancer dans X jours, etc. D'avoir une étape tout le temps, ce qui fait que du coup, tu te notes tout, mais chaque interaction, mail, téléphone dans ta journée, boum, tu réponds. Et ça, c'est facile à dire, mais quand tu as 100 prospects en même temps, tu ne le fais pas. Et c'est là où tu deviens un sales simple et tu n'es pas excellent parce que c'est grâce en fait à un suivi parfait de toutes les personnes avec qui tu interagis qui va faire que tu vas faire l'extra mile pour passer ton objectif parce que cette personne que tu auras relancée, tu aurais pu dire bon, tant pis. Bah, en fait, c'est peut-être elle qui va passer commande dans 6 mois et que ce sera une très grosse commande, ce qui permettra d'avoir tes objectifs. Et du coup, il n'y a rien qui passe à hasard quand ça rentre dans ton pipe. C'est fini, tu le connais par cœur, tu as des relances, des actions, etc. Ce qui fait que quand tu commences une journée, tu as tes actions du jour qui datent soit de hier, 2 semaines ou 6 mois, et tu les traites, et ensuite, bah, tu fais le reste, tu vas reprospecter, etc. Mais tout ce qui rentre dans ton levier doit être noté, et c'est là où c'est compliqué, parce que les sales sont justement, ils ont faim de chiffres, ils ont faim de machin, c'est pas les gens les plus rigoureux, ils sont sous le rush, etc. Il y a la pression, alors qu'en fait, il faut être ultra calme, serein, rigoureux et tout noter. Et c'est bien de le faire quand tu as 10, 20, mais essaie de le faire quand tu en as 1000, et c'est là où tu fais toute la différence. Et moi, je l'ai vu avec tous les sales qui sont venus chez nous et qui sont encore chez nous. Les meilleurs, c'est ceux qui font ça. Et c'est vraiment un niveau clairement au-dessus. Et tu as beau expliquer, de leur dire, putain, mais en fait, comment il fait, etc. Bah, en fait, c'est un travail de fond et ils plantent des graines en permanence et qui payent tout le temps et au plus tard, quoi. Donc ça, c'est cinquième. Sixième, c'est la partie expérience. C'est de dire qu'aujourd'hui, peu importe ce que tu vends et ce que le mec achète, il est là pour vivre une expérience. Aujourd'hui, quand tu entres dans une boutique, ils sont là pour te faire vivre une expérience. Quand tu rentres sur un site, etc. Donc, comment tu fais vivre une expérience parfaite à ton client? Au-delà du relationnel, c'est comment il se dit que tu es meilleur. De par peut-être ta réactivité, il t'a posé une question, dans la minute, il a eu une réponse, il dit putain, mais ça c'est ouf. Et nous, on avait identifié 13 points de clients. Donc, entre le premier message, la négo, la validation, même l'envoi de la facture et une expérience. Est-ce que c'est ton CRM qui envoie un truc automatiquement ou c'est un truc ultra personnalisé avec un truc sympa, etc. La livraison, la post-livraison, etc. Et le but, c'était que ce soit un mailing, une attention, quelque chose de visuel ou un téléphone, l'expérience, elle soit juste incroyable. Il y avait la case showroom où les gens venaient chez nous et l'expérience était écrite, on l'avait écrite et tu devais respecter ça. Un truc tout con, de souhaiter la bienvenue à quelqu'un qui vient, et bah, ça fait plaisir. Tu noteras,
Quand on te souhaite la bienvenue quand tu rentres dans une boulangerie ou une boutique, tu vas faire ah, merci, cool. Et peu de gens le font. Et donc, c'est un mini détail parmi tant d'autres. Mais nous, on faisait à l'écrit, tu vois, bienvenue chez Kimono, bah maintenant tu fais partie de la famille, blablabla. Bla, 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 bla. C'est des petits trucs. Donc, l'expérience, peu importe ce que tu vends, elle est clé pour, un, marquer l'émotionnel, prendre la différence et faire en sorte que tu vas réussir à le closer. Et ce qui nous amène à la 7e étape, c'est l'art du closing, je l'appelle, puisque tu peux faire tout ça bien, tu peux tout être parfait, mais la validation finale, c'est de closer. Et il y en a qui le font et qui n'y arrivent pas pour plein de raisons, et c'est très français, c'est que parler d'argent, c'est compliqué, forcer la main, on a l'impression de forcer la main, mais et du coup, c'est un vrai problème parce que l'art de closer, c'est avoir mille et une techniques pour passer la bonne phrase ou accompagner main dans la main ton client pour qu'il aille du closer, parce que si tu le relances pas et si tu as peur de lui demander d'y aller, bah t'inquiète pas qu'il va être jamais pressé pour passer à l'action. Et moi le premier, quand je sais pas un logiciel qu'on veut absolument me contacte et je négocie avec eux, bah franchement je vais laisser traîner le truc max tant qu'ils me demandent pas de payer, tu vois. Je vais pas me presser de payer. Et du coup tout le monde pense comme ça en B2B. Et il y a vraiment des techniques et des méthodes pour closer. En tout cas, nous, dans notre métier, on en a mille et une. Et j'ai vu des gens qui n'arrivaient pas parce qu'ils ont peur d'appeler et de dire bon, alors on y va ou pas? T'es prêt? Vas-y, go, on paye. Et ils ont peur parce qu'ils se disent ah, je vais le brusquer, etc. Alors qu'en fait, le mec, il sait que c'est pas gratuit et il sait qu'il t'a contacté pour ça, quoi. Donc ça, c'est important, c'est un art, c'est une méthode. Il faut être malin à ce niveau-là. C'est un peu tu es malin à la prospection et tu es malin au closing. C'est les deux points où il faut que tu aies des bonnes méthodes et bonnes techniques. Et que si tu as un suivi permanent et que tu as été bon dans le relationnel et tu as créé une relation dès le début, tu as des éléments qui vont être, et je te donne un exemple, qui vont te permettre de closer très rapidement. À la prospection, tu crées la relation avec la personne, tu as eu l'ice-breaking, tu parles avec lui, tu le connais, tu le découvres. Il t'avait dit que tout ça, c'était pour un événement dans 4 mois. Tu l'avais retenu, il te l'avait dit au tout début. Et donc, du coup, le process se fait rapidement. En une semaine ou même pas une journée, il sait tout ce qu'il veut. Tu as envoyé le devis, il a dit OK, super, merci. Toi, tu te dis, je vais pas attendre 4 mois avant qu'il signe. Moi, je veux qu'il signe maintenant pour faire mes objectifs. Bah, tu vas l'appeler, tu vas dire ouais, Julien, bah, du coup, tu m'avais dit que ton événement était en 4 mois. Dans 4 mois, c'est Noël. Nous, sache que c'est une phase ultra importante parce que tout le monde nous contacte à la dernière minute, tout est full. Et pour le coup, c'est vrai, hein, c'est même pas du mytho, c'est vrai. C'est vraiment de lui dire, bah, écoute, à cette période, tout le monde nous contacte last minute, tu n'auras pas tes délais. Là, le produit que tu as pris en rouge, c'est un produit qui part très vite, ça se trouve, il n'y aura plus de stock au moment où tu veux passer commande. Donc moi, ce que je peux te dire, ce que je peux t'aider, comme j'ai compris que toi, tu n'en avais pas besoin urgemment, je te propose de passer la commande, de les produire. Nous, on peut les stocker si tu veux, et je te l'envoie dans 3 mois quand tu en as besoin pour ton event. Comme ça, ils ne traînent pas, il n'y a pas de risque. Et du coup, comme ça, tu es serein, je suis serein, et tout se passe bien. Ah ouais, bah oui, bah tu as raison, vas-y, on fait comme ça, pas de souci, envoie-moi la facture et je fais. Hop, et là, c'est closé. Et ça, c'est 2000 techniques parmi tant d'autres et adaptées à chaque métier. Mais c'est ça l'art du closing. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut être ultra attentif de tout le parcours parce qu'il te donne des indices. Si tu comprends que ce n'est pas lui qui est décisionnaire et qui doit le vendre en interne, le projet, et que son directeur financier doit le valider, donne-lui toutes les clés pour le vendre. Aide-le et mets-toi en mode pas un contre un et mets-toi dans son équipe et donne-lui toutes les clés. Et donc, du coup, c'est toutes ces infos qui font l'art du closing. Et voilà, un peu les 7 étapes qui, pour moi, te permettent d'être un sales ninja et que du coup, tu es un ninja de la vente, entre guillemets. Et c'est comme ça que tu deviens excellent. J'ai essayé de le faire en express. Normalement, je fais à peu près 20-30 minutes en donnant beaucoup plus d'exemples par pilier, mais ce n'est pas l'idée. On veut essayer d'être le plus synthétique possible, mais tu te doutes bien que je ne vais pas te laisser passer comme ça aussi rapidement. On est obligé de revenir là-dessus parce qu'il y a trop de trucs intéressants. J'ai aimé ta petite punchline du PMF CQLF. Justement, comment en fait on peut faire pour valider le côté PMF? Tester. Quand tu lances ton produit ou ton projet ou ton service, la meilleure manière, c'est de tester. Alors déjà, d'avoir identifié, oui, je vais lancer une boisson relaxante pour les jeunes. Bah, en fait, est-ce que les jeunes ont besoin d'être relaxés? Et c'est pas plus les quarantenaires qui sont stressés en burn-out et qui ont besoin d'être relaxés. Est-ce que, tu vois, c'est un exemple tout con, mais est-ce que en fait, je voulais faire une marque jeune, dynamique,
mais relaxante, avec un marketing trop cool pour les jeunes. Parce qu'en fait, les jeunes, ils veulent ça et c'est bon au marché. Donc pour ça, il faut le tester. Tu communiques, tu testes, tu vois, tu fais une veille, tu essaies de voir un peu les concurrents, tu essaies de comprendre la demande. Donc, il y a une étude, une analyse et une veille. Tu vois, nous, l'étude et l'analyse qu'on a fait, c'est c'est quoi le marché du textile personnalisé B2B? Ok, c'est tous les sites pourris où il y a écrit textile personnalisé, c'est moche, l'expérience c'est nul, t'as pas de contact, c'est toujours une petite commande. Et ça, on le sait par expérience, parce que j'ai déjà été client de ce genre de produit, et on l'analyse. Ok, la demande, on voit qu'il commence à avoir des boîtes qui sont en mode ultra stylé avec leur logo, qu'ils achètent des trucs dans le prêt-à-porter et les personnalisent ailleurs parce qu'il n'y a pas d'offre. Donc, tu comprends qu'il y a un vrai pain de faire cette action et qu'il y a un vrai besoin de montrer que ta marque, elle est super cool. Donc, OK, donc du coup, je vais faire donc, des produits super cool, ultra de bonne qualité qui répondent à cette demande. Cette demande, c'est ce typologie de personnes, mais en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus large, mais je vais m'adresser à eux. Et on va le tester. Et nous, on a fait cette OP de com pour tester et on a vu que ça a marché, donc on a foncé. Ça se trouve, ça n'aurait pas du tout marché et tout d'un coup, ça aurait été que les grands groupes qui nous auraient contactés, donc on aurait changé de stratégie, ou que les restaurants, ou que les hôtels. Et, euh, et donc, du coup, la meilleure manière, c'est de tester, en fait. Faut savoir, faut tester si ton produit répond au marché. D'accord. Et tu as une idée d'un échantillon, par exemple, voilà, j'ai envie de tester sur les startups, comme tu as fait. Après combien de temps, on va dire, ou quel est l'échantillon minimum pour me dire, voilà, c'est vraiment, bon, j'ai compris que c'était pas la bonne cible, je change, je pivote, ou est-ce que, voilà, tu te dis, je le fais au feeling et je regarde. C'est un peu du feeling. Là, pour le coup, c'est du gut feeling, comme on dit. C'est un l'instinct. Est-ce que tu comprends qu'il y a un potentiel et que tu dis, putain, j'ai mis le pied sur un truc de dingue. Là, j'ai parlé à 50 personnes. Ils disent tous, c'est ouf. Au-delà de dire c'est ouf, est-ce qu'ils achètent, ils sont prêts d'acheter. Et qu'en fait, ce marché est huge. Et donc, tu crois le potentiel. Maintenant, il n'y a pas de règle. C'est pas parce que tu en as 100 ou 1000 qui t'ont dit go que c'est une bonne idée. C'est le potentiel du marché. Il faut connaître son marché. Il faut s'y intéresser, il faut parler avec les acteurs, tant les fournisseurs, les clients, les partenaires que les concurrents. Et en tout cas, moi, je n'ai pas de règles préétablies, même quand je lance un projet en parallèle. C'est de l'instinct, tu comprends, c'est une sorte de mécanique intellectuelle et de test produit. Est-ce que ton produit est là ou pas, quoi. D'accord. C'est vrai que, voilà, au final, c'est test et itère et tu verras comment ça. C'est ça, et si tu as 10 personnes qui te disent ah putain, c'est de la balle, ok, bah est-ce qu'en fait tu peux le vendre à 100 personnes? Oui, je pense qu'il y a 100 personnes. Et bah tu fonces. Et en fait, en effet, tu terres en permanence. Tu vois, l'ambition de Kimono, certes, elle était très ambitieuse dès le début, mais elle est beaucoup plus grande qu'au début aujourd'hui. Parce qu'elle s'est nourrie. En plus, il y avait ce chapeau culture qui a nourri d'autres verticales et qui en fait augmente le champ des possibles. Et en fait, je m'étais dit, ok, faire une boîte qui fait 100 millions, ce sera déjà incroyable et c'est ouf. Et je vois pas si notre marché on peut faire plus. En fait, aujourd'hui, je me dis que c'est une industrie qui vont faire des milliards. En fait, après, est-ce qu'on pourra, mais est-ce que faire une boîte à 500 millions, c'est possible dans notre marché large. Donc maintenant, comment on va faire, etc. Mais ça se nourrit au fil de l'eau. Tu vois, ton discours s'adapte, tu t'aiguises en fait. Tu vois, c'est marrant. Je donnais la métaphore à un nouveau membre qui vient d'arriver en sales chez nous et qui est en formation extrême là en ce moment. Et je lui ai dit, n'hésite pas à me poser des questions et à me dire si c'est bien ou c'est pas bien, parce qu'on est en train de t'aiguiser là. Et je lui avais donné la métaphore du bloc de glace. Tu vois, imagine un concours de sculpture de bloc de glace. Bah, en fait, quand tu commences, le bloc, il est vierge et toi, tu dois le sculpter en permanence. Et bah, en fait, c'est ça qu'il faut faire avec ta boîte. C'est que, ok, tac, je fais ci, je fais ça. Ah, mais en fait, je peux faire ça. Et voilà un peu comment je modélise mon truc. Jusqu'à est-ce qu'il y a une version finie, on ne sait pas, mais tu modélises ça. Et du coup, on est tout le temps en formation, on est tout le temps en train de s'auto-sculpter et ton marché aussi. Donc, faut être dans le day-to-day, mais il faut avoir cette prise de recul pour le sentir. D'accord. Et j'aime beaucoup la métaphore par rapport au bloc de glace. Je trouve qu'elle est représentative. Et pour le côté prospection, tu as dit que c'était vraiment quelque chose de central. Ça, je pense que personne ne peut te contredire à ce niveau-là. Mais de l'autre côté, tu as parlé de wording, en fait. Et j'aimerais savoir, voilà, ici, toi, tu appelles les startups, c'était assez clair, etc. Mais est-ce que tu opterais plus pour on va dire, un côté un peu plus audacieux où tu testes? Moi, je sais, par exemple, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait des campagnes où je testais et j'allais directement tutoyer. Et parfois, tu vas tomber sur des personnes qui te disent mais qui êtes-vous pour vous permettre de me parler comme ça, etc. Et tu te dis bon,
c'est vrai que voilà, 80% des personnes ont accepté, donc ça va. Mais est-ce que j'aurais peut-être dû être un peu plus lisse? Qu'est-ce que tu conseilles en fait? Y aller à l'audace et être le plus clivant possible ou rester quand même lisse et tenter de satisfaire tout le monde? C'est une bonne question. Si tu satisfais tout le monde, tu satisfais personne en général. Nous, on a pareil, hein, tu sais, dans nos campagnes, on a toujours un ou deux qui nous répondent et qui dit what the fuck et qui nous sort un truc de malade. Et nous, on en fait presque des œuvres d'art ici. Et c'est normal en fait parce que il y a un moment, tu vois, il faut prospecter sa cible, il faut savoir qui on est exactement. Mais quand tu sais que c'est tous les DRH des entreprises entre 500 et 1000 personnes qu'on va targeter sur cette campagne, bah, il y a des gens qui sont complètement différents. Et comme tu dis, sur 90% ou 80%, ça a fonctionné. Et si ça fonctionne pour 80, c'est que je suis dans le bon. Et tant pis pour les 20, en fait. Malheureusement, c'est comme ça. Et c'est soit je veux aller plus vite, plus fort, soit je perds mon temps et je le fais one by one, je m'adapte, etc. Parce qu'il faut personnaliser clairement une audience. Et quand tu l'as testé, c'est la bonne. Mais tu ne peux pas personnaliser unique à chacun. C'est trop compliqué. Donc, et en fait, même quand tu vas faire ton truc qui passe à tout le monde, il aura beaucoup moins d'impact. Et en fait, il y aura toujours des gens qui vont dire mais pourquoi vous me contactez, machin, etc. Donc, malheureusement, c'est le jeu. En général, ces gens qui répondent ça, franchement, ils n'ont rien d'autre à faire. Et surtout, voilà, tu vois. Et c'est sûr, nous, le tutoiement, on s'est pris plein de mails là-dessus, mais c'est le jeu parce que aussi, c'est notre image de marque, c'est notre cible sur une audience, tu vois, parce que c'est une audience startup, on tutoie. Quand on démarche en mode grand groupe et corpo, on vous voit. Parce qu'on sait qu'il y a c'est notre génération, il y a un respect à avoir et que le but, c'est pas d'être. Il faut être audacieux, mais il ne faut pas être mal poli et irrespectueux. Et vis-à-vis de ces personnes, ça l'est, tu vois. Donc, c'est juste qu'en fait, dans notre base de données des TU, bah, c'est juste qu'il y a des extraterrestres qui étaient là et malheureusement, il y a des mecs comme ça qui sont dans les startups. Et basta, en fait, fine. Mais en fait, tant que ton statut, tant que c'est pas la moitié des gens ou plus de la moitié qui te font ça, bah, c'est que tu es dans le bon à 80%, continue, quoi. Et il faut D'accord. être audacieux, clairement. Ah ouais, donc la réponse est claire. Je suis en train de passer en revue dans ma tête les 7 points. C'est vrai que voilà, le côté suivi et follow-up, c'est vraiment un travail titanesque, mais c'est ce qui fait la diff au final. Quand on regarde un peu, certes, ça va être vraiment peut-être un peu saoulant au début pour mettre ça en place, etc. Mais une fois qu'on voit les résultats, on comprend qu'en fait, c'est juste une structure, en fait, le côté attention qu'on donne à la personne. L'exemple que tu as dit avec les 4 mois, je trouve que c'est l'exemple, enfin, c'est un exemple qui est représentatif parce que le fait de l'avoir noté, d'y avoir pensé, d'avoir relevé ça déjà dès le début, ça montre toute la démarche en fait que tu as quand tu vends. C'est-à-dire que tu penses vraiment à la personne et tu cherches son bien plus que ton simple chiffre parce que tu aurais pu te dire j'attends Noël et j'augmente mes prix et c'est tout. Exact. Complètement. Et c'est pour ça que l'expérience et le care est ultra important. Et c'est marrant ce que tu as dit parce que je cherchais le nom tu sais, du pilier 5 et c'est follow-up, il s'appelle en fait, justement. Et ouais, en fait, c'est du care. En fait, tu vois, c'est pour ça que le ninja et la différence du sales basique, c'est que le sales basique, il pense en chiffres et il s'en fout de toi. Et ça, c'est une génération de sales qui a pourri l'image du métier. Il y en a encore qui font ça, et même des jeunes, etc. Et il y a les sales qui, certes, ont l'ambition et qui veulent faire le meilleur chiffre, mais qui ont ce côté care et expérience. Et c'est pour moi ça qui fait toute la diff. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Et chez nous, enfin, dans Kimono aussi. Donc, c'est la base et c'est juste un mindset, quoi. Et tu es là pour. En vrai, quand tu lui dis, écoute, honnêtement, tu vas prendre du risque de commander à Noël, bah, je t'enlève ce risque, en fait. Et ça m'arrange, toi, ça t'arrange. Donc, bah, let's go, tu vois. Win-win, toujours être en mode win-win, il faut que tout le monde y gagne. Et pour le côté justement expérience client dont tu parlais, il y a le côté care qui rentre dedans, mais j'ai envie de savoir comment tu fais en fait pour mettre les étoiles dans les yeux à tous les niveaux des process. C'est-à-dire que c'est pas que tu fais juste peut-être une facture qui est hyper stylée, mais tu m'as dit que voilà, quand tu prends le téléphone, ça doit être une expérience de dingue. Quand il vient, quand au showroom, etc. Comment est-ce que tu fais pour qu'à tous les niveaux, et si tu as des petits tips pour montrer comment au téléphone, par exemple, ça peut bien se passer, ou par mail ou autre, j'ai envie de savoir comment vous mettez ça en fait pour que tout le monde puisse le faire. Euh, donc, en gros, tu écris ta customer journey. Est-ce que c'est e-commerce? Est-ce que c'est un service qui nécessite 5 rendez-vous avant de valider? Est-ce que c'est un produit? Tu identifies par quel est le parcours client.
par dès ton mail de prospection ou le premier contact, que ce soit outbound ou le premier contact d'un mec qui rentre en inbound, parce qu'il y a aussi un mail spécial quand tu nous écris. Et donc, du coup, tu identifies tous les points à partir de ce moment-là de contact qu'il va y avoir avec ce prospect qui deviendra client. OK, donc en général, il y a ce premier mail. Ensuite, j'envoie ça. Ensuite, en général, c'est les mails c'est la partie négociation. Donc là, il y a plusieurs mails, plusieurs coups de téléphone. OK. Ensuite, il y a la partie validation du devis, facture, livraison, suivi livraison, post-livraison et à 6 mois, par exemple, donner des nouvelles. Tu identifies ton parcours client. Toutes les étapes, que ce soit automatisé, donc comme par exemple votre commande est en cours de livraison, blabla, ou un téléphone parce que tu dois l'appeler, tu identifies la matière, donc téléphone, mail, machin, automatisé, naturel, etc. Et là-dedans, tu essaies de dire jusqu'à où je peux aller pour que ce soit en plus réplicable pour faire une expérience de dingue. Et du coup, tu vois, nous, tu nous écris un mail sur le site, tu reçois un mail direct qu'on a bien reçu ta commande et qu'on va te contacter dans les 24 heures. Et en fait, on te contacte dans l'heure. Et ça, c'est dans un des process. Et donc, du coup, la personne, elle se dit, OK, ça, c'est de la balle. Ils m'ont dit 24 heures et en fait, ils me contactent dans l'heure. Et vaut mieux dire ça que dire je te contacte dans l'heure. Parce que si tu les contactes à 45 minutes, ils vont dire, ouais, bah, c'est pas trop tôt, tu vois. Alors qu'en fait, dire 24 heures, ils vont dire, putain, c'est ouf. Et c'est qu'une perception, en fait. Et c'est pour ça que, du coup, on les appelle. Et nous, en fait, en vrai, on n'a pas besoin de les appeler parce on a déjà leur demande pour faire un devis. En fait, on les appelle, ça dure 5 minutes. C'est j'ai bien reçu ta commande, j'ai vu ça, ça, ça. Ok, est-ce que c'est pour un événement spécial? C'est pour quelque chose? D'ailleurs, toi, tu fais quoi dans la boîte? Vas-y, raconte-moi rapidement. Ah, ok, trop cool. Bah écoute, enchanté. Moi, c'est Alexandre, je fais ci et je vais t'envoyer de toute façon toutes les infos et merci. Là, tu raccroches. Et là, on lui a pris 5 minutes de son temps. Il a dit, OK, là, j'ai fait une demande sur le site. Ils m'ont contacté ultra rapidement. Je vais recevoir un mail pour le coup dans la foulée. Bah là, c'est de la bombe. Et donc, du coup, il va se sentir à l'aise de nous poser des questions. Il va se sentir à l'aise si le prix ne lui va pas, il faut négocier ou pas. Et tu vois, donc, du coup, ça, c'est un exemple sur le téléphone. Sur le mail de facture, le mail au moment où il faut payer, bah, le wording, il est très important de ne pas juste veuillez retrouver ci-joint la facture et le paiement. Nous, je ne sais plus ce qu'on met, mais c'est une phrase un peu plus sympa, personnalisée. Quand le paiement est reçu, on le dit et on le dit. Et en fait, moi, il y a un mail, tu vois, j'ai rajouté un nouveau truc cette année, là, en 2022. Il y a un mail qui part de ma boîte mail. Donc, c'est le CEO qui n'a pas eu contact avec toi du tout. Quand le paiement a été reçu, t'envoie un message en disant j'ai vu que tu nous as passé commande, merci beaucoup pour la confiance, hâte de voir les produits et à bientôt. Et en mode ultra cool et simple. Et ça, j'ai une réponse à tous mes mails qui disent trop bien, merci, on est content. Tu remercieras ton Agathe ou autre café, elle est top, elle a géré. Et en fait, à chaque fois, on apprend quelque chose. Genre, ah, j'ai passé une première commande pour voir, mais après, je vais en passer plein. Ah, mais j'ai vu que vous faisiez ça aussi. Et en fait, tu as plein d'infos. Et ça, c'est un petit truc que j'ai rajouté pour la Customer Journey parce que le but, c'est de faire du care. Et le but, c'est d'analyser tout le temps ton chemin et d'innover et d'adapter. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a le côté quand tu as reçu ta commande, nous, on a la livraison qui dit livré. Tu reçois un message, alors, est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que tout va bien? Ça nous permet de savoir s'il est content ou pas content parce que souvent, la plupart des gens, parfois, ils ne sont pas contents, ils ne te le disent pas parce que flemme, ils ont autre chose à faire. Et du coup, tu ne sais pas si vraiment tes contents sont heureux, avec tes clients sont heureux. Et donc, du coup, on envoie un petit message, on leur dit, bah écoute, envoie-nous une photo, on va pouvoir la poster dans notre Wall of Fame. Si tu es content, bah, du coup, fais-nous un feedback sur Google, et toujours avec un wording sympa et qui t'englobe. Et du coup, bah, le care, il est là, tu vois, c'est des mini détails en fait, à tout point de vue et une manière de parler, mais qui doit être propre à tes valeurs, ta vision et ta boîte, tu vois. Un truc ultra corpo et sérieux, ça le fait quand le produit et ce que tu fais est très sérieux et que tu as envie d'avoir cette image, tu vois. Vous faites ça avec les Et, groupes aussi, les grands groupes, je suppose, le côté care, par exemple. Ici, moi, ce que j'aime bien, c'est surtout que ce dont tu as parlé, à mon avis, ça fait beaucoup la diff parce que c'est après la vente. C'est-à-dire que ça prouve qu'au final, notre objectif, c'est ta satisfaction. C'est pas on n'arrête pas notre cinéma, on va dire, avec le côté paiement. Non, 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 c'est sincère. C'est-à-dire que même après la vente, on continue à. Notre objectif, c'est de te satisfaire. Donc, le paiement n'est qu'une étape, on va dire, intermédiaire pour arriver à cette satisfaction.
Et je pense que même avec les grands groupes, tu le fais peut-être pas, tu vas pas peut-être pas tutoyer, mais tu demandes quand même des nouvelles et tout Ouais, après. ouais, c'est la même chose pour tous les clients. Et la bonne nouvelle, c'est que les grands groupes, c'est aussi des jeunes qui travaillent dedans et qui ont les codes et que c'est générationnel et qu'ils adorent et qu'en fait, on leur parle presque de la même manière en fait aujourd'hui. D'accord, c'est vrai que c'est Tu hyper cool. vois, la responsable marketing de chez L'Oréal, bah, elle va avoir 30 ans ou 32 et elle a peut-être bossé dans une startup avant et en fait, elle a le même le wording avec les prestataires qui sont pareils qu'elle. Tu vois. Ouais, c'est vrai que on a toujours l'image des grands groupes du cinquantenaire ou du soixantenaire comme ça, alors que c'est vrai que Ça c'est en train va. de changer aussi. Ah ouais. Non, en fait, c'est des jeunes hein, derrière, hein. Même les top managers, ils ont 40, 45 et ils sont ultra dans l'air du temps. Donc, en fait, c'est même plus un sujet, quoi. D'accord. Et pour le côté bah, le plus important dont tu m'as parlé, c'est le côté closing. Tu m'as parlé de certains tips, mais j'aimerais justement qu'on développe un peu ça. Qu'est-ce que tu conseilles? Comment on pourrait faire? On a souvent ce petit syndrome de on se sent mal en fait dans la mentalité francophone. On se dit que voilà, c'est comme si on forçait la main, on obligeait la personne à acheter. Comment enlever ce syndrome-là et comment faire du bon closing? Bah, une des manières, c'est déjà d'avoir un rétro-planning et un calendrier avec ton prospect. Ça veut dire que dès le prospect, tu dis, écoute, dès le début, tu en as besoin pour quand? Ok, là, écoute, ça va prendre tant de temps, tu fais ta tambouille en interne, tu me dis, moi ensuite, en général, je t'envoie directement la facture, puis nous, le paiement, donc là, c'est un exemple pour nous, nous, on demande le paiement à la commande, et tant que ton paiement n'est pas validé, ça ne part pas en production. Donc, si tu veux respecter le délai que tu m'as donné, je le veux le 16 mars, et ben, il faut que tu payes parce que sinon, plus on attend, plus tu ne l'auras pas pour le 16 mars. Et donc, ça, pour nous, c'est propre à nous, mais tous les gens qui livrent des choses peuvent dire la même chose. Donc, on prend le paiement à la commande. Donc, ce qui fait que du coup, on accélère le paiement et ça, c'est une méthode pour avoir le paiement upfront direct. Euh, donc, d'avoir un rétro-planning, un calendrier en donnant une transparence et une visibilité du process, ça te permet d'être beaucoup plus à l'aise le moment où tu dis, ah ben voilà, comme convenu, c'est la facture et le paiement. Et elle ne sort pas de nulle part, tu vois. Donc ça, c'est une méthode. Donc avoir un planning communiqué du début à la fin, des étapes, une sorte de gestion de projet accélérée. Euh, Ensuite, bah, quand on est au moment où il faut le faire et il faut lui demander de payer, ne pas hésiter à appeler. Ça, c'est une bonne manière aussi. On a peur, mais en fait, t'appelles, tu trouves tu l'appelles pas pour ça, mais tu trouves une raison, soit une confirmation de quelque chose, une demande de validation. By the way, je pensais, tu m'as dit rouge, mais je voyais que votre logo, et tu es sûr que c'est rouge, c'est pas bleu que vous voulez? Non, non, c'est rouge. Ok, ok, juste pour confirmer. Ok, alors là, du coup, j'allais t'envoyer un mail, mais là, je vais t'envoyer la facture. Et du coup, le paiement est passé à la commande. Et du coup, j'attends ta preuve de virement pour avancer. Ok, pas de problème. Boum. Tu envoies le mail. Du coup, il t'a eu au téléphone. Donc, ça accélère le fait qu'il va traiter ton mail parce que tu viens de l'avoir au téléphone. Et du coup, ça pourra nécessiter une relance par SMS et non pas par mail parce que tu l'avais déjà eu au téléphone. Donc, utiliser différents moyens de communication et pas juste le mail ou pas juste le téléphone, d'avoir différentes connexions pour en fait faire en sorte que tu aies une sorte de ligne téléphone rouge avec lui, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit par mail hein, s'il est réactif, mais de passer par un autre canal, ça accélère le canal existant sur lequel vous discutez en fait. Donc voilà, ça fait des petits raccourcis parce que souvent les gens vont te répondre plus vite par SMS et WhatsApp en mode ultra rapide qu'un mail parce que le mail, il faut le traiter, il faut se mettre dedans, etc. Euh, voilà. Après, comme je te disais, il faut connaître son produit ou son service par cœur pour avoir 1000 méthodes d'accélération. Comme je te disais, nous on est avec les délais et voilà là-dessus. Il y a les stocks, le produit que tu as voulu. Bah, en fait, il y a plein d'entreprises qui le veulent. Donc, en fait, il ne va plus avoir de taille que tu demandes. Voilà. En fait, c'est jouer avec tes caractéristiques de produit et tu joues là-dessus pour pousser l'action. Et honnêtement, il y a cinquantaine de méthodes. Et le mieux, c'est de les écrire. C'est de les connaître, écrire, tac, 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 d'en faire une sorte de livre. Et comme ça, tu les as en tête, tu formes tes équipes. Et c'est pas juste quelque chose que tu as eu. Il faut le noter, ces techniques, tu vois. Et justement, ici, voilà, tu processes un peu le tout. Par exemple, voilà, tu m'as parlé ici de paiement et de délai de commande, délai de livraison.
Est-ce que voilà, tu as déjà eu, je pense que j'avais regardé tes vidéos et je pense que tu as déjà eu des clients où tu voulais vraiment les avoir. Donc en plus de ça, tu as même rajouté le côté flexibilité encore plus grand. Bah déjà, est-ce que tu m'as parlé de L'Oréal? Est-ce que tu as d'autres clients qui sont des grands noms comme ça? Et est-ce que tu as déjà eu le cas où tu devais t'adapter aux clients et comment tu fais? Est-ce que tu respectes plus les process ou voilà, la satisfaction client passe en premier? Ouais, bien sûr. Bah, honnêtement, des gros noms, on en a plein. Franchement, toutes les belles boîtes. Vas-y, on va jouer à un jeu. Dis-moi un beau nom de boîte pour toi, ce serait quoi? Si t'en cites quelques-unes. Voilà, tu m'as parlé de L'Oréal, donc je vais plus aller sur le côté Internet, Facebook, bah, Google, il y a qui d'autre? Bah, clients, les deux. D'accord. Euh, Amazon, Airbnb, Microsoft, toutes les grosses startups, tous les gros. Honnêtement, tous les gros. Alors, ça peut être, nous, ça peut être une petite commande juste, tu vois. Et le but, c'est d'aller chercher plus dans le client. Mais honnêtement, on a beaucoup de gros noms. Tu vois, on bosse beaucoup avec LVMH, beaucoup avec le luxe, Dior, Chanel, on fait pas mal de trucs. Euh, Toutes les startups tech qu'on connaît. Enfin, en toute humilité, c'est juste qu'on a beaucoup de beaux noms et on en a plein. Il en reste quelques-uns à aller chercher. Ah, il y en a un qu'on n'a pas, c'est Apple. Eux, on les a pas. C'est très compliqué. Tout est aux États-Unis, etc. Mais donc, du coup, tu vois, nous, on fait aussi de la chasse. Tu vois, on fait de la chasse à fond. Et quand il y a un client qu'on veut vraiment, que ce soit pour image de marque, que ce soit par volume de chiffres, là, il y en est sur un gros deal avec TikTok en ce moment, sur un appel d'offres européen. C'est un énorme deal. Et, ou Gorillaz, tu vois, Gorillaz, c'est ce client chez nous et on en fait pas mal de deals avec eux. Bah, eux, ils ont des process aussi à respecter, des manières de faire. Donc, tu t'adaptes. Et parfois, c'est toi le prestataire et parfois, c'est eux qui mènent la danse. Parce que c'est comme ça, c'est le jeu. Et tu acceptes, tu t'adaptes. Mais dans tous les cas, tu es dans le même respect de la satisfaction client. Ça, c'est une évidence. Donc, on déroge jamais nos valeurs et qui on est, mais on sait faire différent quand il faut. Sur un deal très particulier, tu vois, on a un hôtel en Belgique qui va nous prendre une énorme commande. C'est assez complexe en interne de chez eux pour valider ou autre. On s'adapte, on s'arrange. Ils nous demandent beaucoup de choses. On fait parfois plein de choses qu'on ne fait pas d'habitude, genre plein de protos gratuits pour qu'ils valident. Et c'est normal parce que pour choper des très très gros deals, c'est un autre jeu en fait. Et on applique les codes et on sait faire. Et le but n'est pas de dire non parce que c'est pas dans le process, c'est de dire ok, ben, on va se débrouiller pour réussir. Et voilà, donc faut rester agile. Tu vois, il y a un process pour le basique et le classique et le day-to-day, mais il y a plein de choses complètement différentes qui doivent se passer et c'est comme ça. d'accord. Et justement, pour ce côté-là, grosse marque, etc., ben, j'aimerais un jour te voir sur on va dire la varice du PSG, par exemple, ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu as déjà pensé à des collaborations avec des plus grandes marques? J'ai parlé du PSG parce que j'ai pensé à Air Jordan et je pense que c'est Nike qui jouent chez eux. Ouais, non, attends, c'est Jordan et Nike, ouais. Ouais, je pense. Je pense que c'est Nike, ouais, t'as raison. Mais en fait, c'était surtout Jordan. En fait, Jordan, je crois, est très lié à Nike et il leur appartient, il y a un deal avec eux. Et c'était Jordan et PSG. Mais est-ce qu'il y avait Nike dedans? Attends, bouge Nike est le partenaire, enfin, est le sponsor officiel du PSG, si je me rappelle bien. Enfin, chaque Ouais, club a un sponsor officiel. Et pour leur laisser, je pense voilà, c'est entre Air Jordan et Nike, mais ils doivent leur laisser la place parce que sinon, c'est eux qui ouais, sont. t'as raison. C'est vrai que sur le maillot Paris, c'est quand même Air Jordan le sponsor. C'est quand même Ouais. c'est incroyable quand même. Ça, j'adore, tu vois. Ça, c'est magnifique. Casser les codes, faire tout ce qu'on n'attendait jamais du basket qui sponsorise du foot, quoi. Bah, j'attends de te voir alors sur les Lakers ou sur le PSG. Mon rêve, c'est mon équipe de cœur, ça, hein. Non, bah écoute, déjà, oui. Alors, bah, du coup, tu plantes la discussion du B2C parce qu'à la base, on est B2B, donc on n'a aucune raison de faire du collab grand public. Ça, c'est le mindset basique. Mais en fait, quand tu y penses, quand tu es B2B, tu communiques en B2C, c'est ce qu'on a toujours fait.
parce que chaque C est dans un B. Donc forcément, bah, tu dois communiquer comme un B2C. Et c'est ce qu'on a toujours fait, c'est pour ça qu'on a agi comme une marque, etc. Même dans la vente B2B. Et du coup, ce qui a généré qu'on a fait une marque forte, que les gens aiment bien, et du coup, voulaient nous acheter notre marque. Du coup, on l'a toujours su depuis le début, et avec Hugo, on en parlait plus souvent, parce qu'on avait envie de le faire aussi pour le kiff. Et du coup, on a lancé des petites collections à vendre en B2C, en mode drop, collection exclusive, Très petites, hein. qui ont très bien marché. C'est quoi? Elles sont très petites. Elles partent très très vite, malheureusement. On traite petite, on fait 100 pièces à chaque fois pour aussi planter la graine tranquillement. Nous, y aller aussi doucement, mais on va accélérer à ce niveau-là. Et forcément, dès que la marque B2, et du coup, c'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait, on a déjà fait une collab et le but, c'est d'en faire. Donc tu vois, j'avais même oublié, mais en gros, la stratégie de B2C, c'est forcément de sortir la barre kimono, mais pour rester dans l'univers, on fait rayonner les autres et on est en marque blanche, bah, c'est de faire des collabs avec d'autres marques pour aussi les mettre eux en avant et rester dans notre discours de les mettre en avant. Et à l'inverse des grandes marques, tu vois, le PSG fait une collab avec Jordan, bah, en fait, nous, on s'est dit, on va faire des collabs avec des petites marques qui sont pour nous vraiment très, très cool et qui vont être grandes demain. Et comme nous, on est petits, et les petits pensent jamais à faire des collabs parce qu'ils disent, bah, on est petits. Et en fait, du coup, le but, c'est que nous, on recense toutes les marques stylées qui sont petites et qu'on fasse des collabs avec elles, ce qui nous donne une image de marque de dénicheurs de tendance, de nouvelles marques et qui nous positionne aussi comme telles. Et je sais qu'avec cette stratégie, un jour, une grande marque nous demandera de faire une collab avec elle parce qu'elle se veut être la nouvelle marque tendance, tu vois, même si elle existe depuis 30 ans. Et donc, du coup, on en a fait une avec une marque à Lisbonne qui a explosé là-bas, qui s'appelle Who the Fuck is Henry. Et du coup, on a créé Who the Fuck is Kimono sur un vêtement spécial, etc. Ça a trop bien marché. Et j'ai 3-4 marques déjà identifiées où on va faire des collabs. Et ça va être trop cool. En plus, on touche une niche qui ne nous connaît pas du tout. Et c'est sympa. Donc, on s'amuse là-dessus, on s'éclate. Mais il y a une vraie stratégie derrière d'aller massivement sur le B2C tout en gardant à fond le B2B. Et ça fait des ponts parce que ça fait l'image de marque anyway. Donc, demain, on pourrait très bien être sur un maillot de foot ou de basket. Moi, je suis chaud. Hein. Ben, ça va. Dès que tu as ça, tu me réserves une petite tenue sur le côté et je l'achèterai alors en exclu. Pour le côté justement rétention, euh, c'est quelque chose que pour les startups, etc., je me dis, voilà, tu as vendu à Facebook, ils avaient un événement ou quelque chose comme ça. Mais par la suite, est-ce que c'est quelque chose qui est simple? Je le vois assez compliqué, je ne sais pas ce qu'il en est chez vous. Tu m'as parlé de beaucoup de recommandations, mais est-ce que par client, il y a une vraie rétention et comment tu fais pour maximiser ça? Yes. Alors, il y a plusieurs rétentions. La première, il y a le côté addictif. Donc, ça veut dire, j'ai fait des suites, ils sont trop beaux. Mais en fait, maintenant, j'ai envie de faire des casquettes, des t-shirts, des sacs. J'ai envie de le voir sur d'autres produits. Et un peu comme une marque, tu as envie de renouveler ta collection. Ah, ok, les suites bleues, on les a vues, là, c'est bon. Allez, on va faire des rouges maintenant. Donc, de par cette nature, il y a une rétention. Ensuite, il y a la rétention purement opérationnelle qui est aujourd'hui, on en a fait pour les 20 personnes de l'équipe, on est 50, donc il faut que j'en refasse pour les nouveaux. Et j'en fais pour ma boîte, pour mes employés, mais il faut que j'en fasse en fait pour mes clients. Ah, mais pour tous mes partenaires, je peux en faire. Donc, différentes cibles. Et donc, du coup, hop, rétention là-dessus. Ensuite, il y a le côté, c'est beau, j'ai compris l'impact que ça a. Et tu vois, c'est pour ça qu'on est passé d'un nice to have à un must to have. Parce que moi, j'ai toujours su que c'était un must to have, mais il fallait convaincre. Et tout le monde pensait que c'était le truc à côté. Mais en fait, la puissance que ça a de voir des produits de ta boîte sur des gens et qu'ils le portent. Et c'est comme tu vois, pour faire encore la comparaison avec le sport, un club de sport, ils ont leurs fans qui portent l'écharpe et le maillot en allant au match, qui chantent, et c'est une culture en fait. Et du coup, c'est ça ce qui fait la beauté d'un club ou autre. Et du coup, une entreprise, c'est pareil. Ce qui la fait rayonner, et ça passe, qu'on le veuille ou non, par des vêtements et autres produits brandés. Et donc, il y a ça, la rétention. Et nous, comment accélérer cette rétention? Bah, il y a développer des nouveaux services, à savoir créer un espace client adapté où bah, on va te pusher les nouveaux produits en exclusivité. On va aussi te dire quelle est la tendance du moment. En ce moment, on a une coach jacket, c'est une sorte de kawaii avec un col
qui cartonne, bah, si tu veux avoir le nouveau produit avant que toutes les autres boîtes l'aient, il y a celui-là. Donc, on fait du pushing produit et les tendances du moment. Dans l'espace client aussi, ça te permet de fidéliser avec plus tu passes commande, plus tu as des remises, des réductions, tu fais partie un peu d'un club. Ça, on est en train de le mettre en place, que tu aies des remises, etc., que tu gamifies un peu le truc. Donc ça augmente la rétention et on va le mettre en place. Ton image de marque et, et aussi le côté, ce que tu fais pour l'un, l'autre, il veut la même chose. Donc, plus tu montres ce que tu fais chez les autres, plus ils se disent moi aussi, moi aussi. Donc, ça augmente la rétention et tout ça fait que, en fait, elle est permanente, quoi. Et dernier point, mais ça rejoint un peu celui que j'ai dit en deuxième, c'est que par exemple, Google, nous, on habille leurs équipes, mais on habille aussi les Google Coach qui donnent des formations digital, SEO, comment utiliser Google, etc. Et bah, eux, c'est des ateliers workshops. Et donc, du coup, c'est des freelances, je crois, qui font le boulot. Et donc, du coup, bah, les mecs, ils les gardent. Ils ne vont pas les rendre le polo à chaque fois. Donc, à chaque nouveau batch, tous les mois, il faut refaire une série. Donc, il y a toute sa partie uniforme qu'on fait pour comment on appelle ça bah, des coursiers, merde, j'ai plus le mot. Euh, Tu sais, tu laisses ta voiture à un. Pas le portier. Non. Tu Mais sais, tu vas au restaurant, il y a un. On je l'a, l'ai je l'ai plus. on l'a, mais. Putain. Là, ceux qui voient ça, ils se disent, mais ils sont cons, quoi. C'est ça. Tu sais, quand t'as le mot, là, C'est ça ça. va nous revenir. T'as Voilà. le mot au bout de la langue. Bref, À la fin de l'épisode, on l'aura. Dès qu'on va couper, il reviendra le mot. Ça c'est le fait. sûr. Donc, bref, donc, tout ce qui est uniforme, etc., ça aussi, ça crée de la rétention. Donc en fait, elle est permanente. Autre rétention, et pas des moindres, qui fait aussi toute la stratégie kimono, on développe une nouvelle offre, un nouveau métier. Celui qui m'achetait les vêtements, ah bah on lance notre offre événementielle, on va s'occuper de vos séminaires. Donc il dit, ah bah ok, bah vas-y. Et donc du coup, on a une rétention client aussi par les verticales et les nouvelles offres et nouveaux métiers. Et du coup, ce qui augmente le panier moyen par client et ce qui est assez cool. Parfait. Je suis toujours en train de chercher le mot, c'est pour ça que je bug avec toi. Il y a le mot voiturier qui revient, mais Ah, c'est vrai, ça y est. justement, c'est celui que je cherchais. Ah, Ça c'est va. ça. Voilà. Au moins, on aura eu l'air con juste quelques minutes, donc ça va. Pour conclure, j'aimerais juste que tu me parles, parce qu'on a été assez long, mais il y a trop de trucs à dire. Le côté Covid, justement, c'est un pivot que beaucoup de gens ont dû faire. Comment est-ce que vous avez réussi à pivoter et à surpasser cette difficulté? Yes, bah écoute, comme tout le monde, tu te prends un choc, hein, avant de penser à ton entreprise, tout le monde a pensé à son perso les premières semaines. Tu mets tout en stand-by. Donc, comme tout le monde, pendant 2 mois, temps mort, personne ne bouge, donc pas de chiffres, mais en même temps pas de décaissement, parce que personne ne se paye en fait de nulle part. Tu contactes, tu réfléchis. Donc nous, ça a été la phase où bah, tu dis, OK, qu'est-ce que tu fais? Et nous, très vite, on a rebondi parce qu'on a eu de la chance. L'industrie textile n'a pas subi la crise grâce aux masques. Et personne dans notre métier a fait une mauvaise année 2020. Et du coup, nous, très rapidement, on s'est dit, bah, il y a une pénurie de masques. Il y a un besoin de masques. Quand ils ont annoncé la date du déconfinement le 11 mai, tout le monde va avoir besoin de masques dans leur boîte. Et pourquoi avoir des masques moches quand tu peux avoir des beaux masques personnalisés? Donc en fait, on a créé le premier masque européen. Et ça, c'est beau parce qu'on a créé le premier masque européen 100% coton bio, 100% personnalisable et DGA 2, ça veut dire que c'est celui qui protégeait le plus. Et réutilisable, lavable, réutilisable. Et du coup, l'État avait mis, tu sais, les, les procédés de fabrication et du coup, on l'avait mis en place. Tout le monde en faisait sans personnaliser. Nous, on avait mis en point, tu pouvais le personnaliser. Du coup, on a été les premiers. Du coup, on a développé ça. Et là, on est parti en sales machine, en fait, direct. Et c'était Loot Wall Street, le dernier mois du confinement, donc le deuxième mois. Nous, on n'a pas vu passer, quoi. C'était 8h, minuit tous les jours. Et là, on envoyait à tous nos clients. D'autres clients, on bossait même avec les mairies. Il y avait telle pénurie que c'était horrible. Et même les usines, elles ne suivaient pas derrière. Donc, c'était un flux tendu hardcore. Et du coup, bah, nous, on a très, très bien vendu. Et on a fait bah, beaucoup de chiffres à ce moment-là. Ça, c'était pendant, allez, 3-4 mois. Après, on a fait des masques jusqu'en 2000. Bon, on en fait encore un petit peu, mais c'est minime. Mais à cette époque, c'était vraiment nous un gain, enfin en tout cas du chiffre d'affaires. C'est notre métier, c'est du coton.
C'est une expertise, on reste dans la personnalisation, on reste dans la qualité et le côté éco-responsable. Et en plus, ça sert à des boîtes parce que sans ça, elles ne peuvent pas ouvrir. Et du coup, voilà, il y avait une utilité et une côté sécurité. Donc, du coup, on est resté fidèle à nos valeurs sur la qualité de produit. Et la bonne nouvelle, c'est que le business a repris aussi très fort dès le mois de juin parce que tout le monde était un peu en mode télétravail et autres. Et en fait, ils se sont rendus compte que 3 mois full télétravail, les gens, ils sont plus, la culture se perd, il n'y a plus d'adhésion à la boîte, etc. Du coup, on a développé une offre de dropshipping où le but, c'était de passer commande, mais tout est livré chez l'employé. Et donc, du coup, tu as 300 adresses différentes. J'ai envie de leur envoyer des produits peut-être de maison. Donc, tu vois, il y en a même nous qui nous ont fait faire des jogging et tout. Donc, c'était assez drôle. D'autres, des mugs, enfin, des trucs un peu sympas ou le truc basique. Et donc, du coup, on créait des box spéciales qui s'étaient livrées à tous les employés. Ça a super bien marché. On a mis en place la tech et la prod à ce niveau-là. Et ça a déroulé. Et du coup, pareil, on a bien vendu à ce niveau-là. Notre offre, je parle beaucoup de textile, c'est vrai, mais les autres offres, en l'occurrence celle du bureau, marchaient bien parce que comme les bureaux étaient vides, tout le monde s'est dit c'est le moment de faire les travaux, le moment de faire la déco parce que quand on va revenir, il va falloir leur donner envie de revenir parce que ça, c'était un gros problème pour les dirigeants. C'est OK, les gens, ils veulent plus revenir. Donc, pour qu'ils reviennent, il faut que ce soit stylé. Donc, ça a accéléré le marché de l'office design. Alors que la plupart des gens à l'époque disaient ah, les bureaux sont morts, mais ça, c'était une hérésie. Les gens n'ont rien compris à ce niveau-là. Et d'autres qui ont compris que le bureau, ça va être un levier d'expérience, d'échange. Ce ne sera plus le bureau qu'on a connu avant, mais ce sera un moment important. Et donc, il faut qu'il reflète ta culture. Donc, écoute, nous, le Covid a été bien sûr forcément difficile à gérer quand même, parce que forcément, tu fais moins de chiffres que tu aurais dû faire, etc. On a eu un mindset d'agilité, de flexibilité, on s'est adapté de malade. Donc, tu vois tout de suite ton équipe à quel niveau elle est puissante et qui a le mindset et qui n'a pas le mindset aussi. Nous, on s'est aussi séparé de personnes à ce moment-là parce que, en fait, tu n'as plus rien à perdre. En fait, tu n'as plus rien à perdre, donc autant tout remettre à zéro. Moi, je suis content d'avoir vécu en tant que dirigeant parce que c'est un apprentissage de malade. Et quand tu as eu le Covid, honnêtement, je ne vois pas ce qui peut arriver pour une entreprise. Genre, franchement, il n'y a rien de pire qui peut arriver qu'un arrêt complet de tout. Euh, Franchement, je ne vois pas. Peut-être un gros bad buzz, focus sur toi qui te tue une boîte, possible. Mais en tout cas, je suis content d'avoir passé. Et globalement, le Covid a accéléré l'importance de la culture d'entreprise. Donc, en tant que culture designer, ça fait qu'accélérer l'éducation. Donc, c'était une phase chaude, mais on s'en est très bien sorti et je suis content, quoi. Franchement, on a fait une super année en pleine croissance en 2020. Mais justement, en fait, l'avantage principal que j'allais te dire, c'est le côté maintenant post-Covid. Il y a eu, moi je le vois un peu sur l'écosystème, juste LinkedIn, tu vois Ouais. qu'il y a un côté important, si on a enfin compris le côté culture, le fait de devoir convaincre et ne plus obliger les employés à venir, et ça fait la diff, et en fait, tu réponds parfaitement à ce besoin-là, donc c'est vraiment hyper cool, et on va dire le timing, il y a un facteur chance qui est que tu as bien pu on va pas dire que tu l'as provoqué, mais tu as pu en bénéficier. Non, je ne sais pas. Non, mais ce que je veux dire, Franchement, c'est c'est pas nous, c'est pas nous. que tu es bien positionné, en fait. Comme tu as dit, c'est plus que du textile, mais c'est toute la culture. Et ça, c'est un virage que, pour moi, c'est vraiment une réussite et une marque d'intelligence de votre part d'avoir pris ce tournant-là. Il y a le tournant B2C dont tu as parlé et dont je t'avais parlé en off pour moi qui sera vraiment très important aussi pour la stratégie. Ça a l'air hyper cool. En tout cas, franchement, c'était hyper cool. J'ai vraiment kiffé. Il y a plein de trucs intéressants. Je pense qu'on peut rester encore 4 heures, mais bon, on va pas faire trop long pour les gens non plus. Donc, j'aimerais pour clôturer, si déjà on a fait un peu le tour, on va mettre en commentaire la, la Ninja, la Sales Ninja, et que si les gens ont envie de te contacter, ils peuvent te contacter. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? LinkedIn, Instagram ou mail, Olivier Ramel partout, mail olivier@kimono.co, kymeno.co. Euh, Si je réponds pas, c'est que je suis pas dispo et que j'ai d'autres prios et que je peux pas. Mais c'est pas contre vous, mais je réponds dans la plupart des cas. C'est ça, mais de toute façon, on t'excusera vu tous les défis que tu nous as dit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est hyper cool. Euh,
Une dernière petite chose, comme tu sais, j'aime bien à chaque fois à la fin de l'épisode demander si tu connais deux, trois petites pépites qui pourraient venir et qu'on pourrait recevoir sur l'émission pour enrichir justement le contenu qu'on fait. Est-ce que tu t'en vois? Attends, tu dis une personne à contacter? Oui, c'est possible. Yes, bah, un ami et quelqu'un de très brillant aussi dans l'entrepreneuriat qui fait plein de belles choses sur un truc complètement différent que ce que je fais. Donc, ça peut apporter de la valeur, surtout en branding, image de marque, com et stratégie B2C. C'est Louis Marty de Merci Andy, qui a énormément de choses à apporter, beaucoup de valeur sur tout, voilà, sur la marque, sur la com, sur comment créer un produit. Tu vois, à la base, c'était du gel pour les mains. Comment créer un produit qui est moche, médical, en une marque ultra sexy. Il a bien réussi. C'est peut-être lui qui a créé le Covid. On sait. Non, ouais, je pense à lui. Ouais. D'accord, parfait. En tout cas, franchement, Olivier, j'ai vraiment, vraiment bien apprécié. Kimono, il faut aller voir son site déjà. Ça aussi, j'ai oublié d'insister dessus. Le site, il est pétillant. On voit le logo derrière. Franchement, le site, c'est encore plus pétillant que ça. C'est coloré, c'est vraiment beau. Et l'univers Kimono, moi, je kiffe, j'adhère totalement. N'hésitez pas à le suivre, et lui et son cofondateur Hugo. Et, euh, et voilà, on souhaite toute la réussite et on espère te voir un jour sur le maillot du PSG ou autre club. Et Carrément. c'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, franchement, c'est vraiment quelque chose, une belle boîte et on espère les voir le plus haut possible. Bah, c'est super gentil, ça fait vraiment plaisir, ça donne de la force. Là, tu vois, je vais rentrer dans le bureau, je suis chaud. Merci beaucoup et à très vite, du coup, à bientôt. Ciao, ciao. Salut.